Musique, Frédéric Huttman. Bonjour, Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Sarah Connet. Bonjour. Bonjour Sarah. Alors, oui, je me suis dit peut-être que je me suis égaré non, dans la prononciation. C'est bien ça. Et alors, je vous reçois à l'occasion des représentations du Voyage dans la Lune de Offenbach, dans ce cadre sublime qu'est l'opéra comique du 24 janvier au 3 février prochain. Donc, avec la participation de la maîtrise populaire de l'opéra comique que vous dirigez depuis 2016. C'est ça, la maîtrise est née en 2016. Voilà, c'était vous qui aviez eu l'idée. C'est ça, c'est mon premier bébé, la maîtrise. Non mais c'est extraordinaire comme idée. Alors on va parler de cette maîtrise parce que ce spectacle en fait, donc mise en scène par un grand nom de la mise en scène et un grand nom de la mise en scène particulièrement d'Offenbach, qui est Laurent Pelli, c'est peut-être son 15e ou sa 16e mise en scène. D'Offenbach avec Alexandra Cravero qui dirige l'Orchestre des Frivolités parisiennes. Alors, il y a un unique adulte expérimenté en quelque sorte dans ce spectacle qui est Franck Le Guérinel. C'est ça. Et alors, tous les autres chanteurs Ce sont des maîtrisiens ou ex-maîtrisiens. Et alors, par exemple, les rôles principaux, parce que ce Voyage dans la Lune, on va en dire quelques mots, Sarah Connet, avant d'aborder tout ce qui a trait à cette maîtrise populaire de l'opéra comique. Donc, c'est d'après Jules Verne, c'est en fait un opéra féerique. C'est un opéra féerique, oui, tout à fait. C'est c'est un opéra comique. Il y a des moments parlés, des moments chantés, et c'est la musique d'Offenbach qu'on connaît, avec toute la légèreté et la féerie du livret de Jules Verne. Voilà, il y a un mélange Jules Verne, Méliès, en fait, Exactement. C'est toute cette idée qu'on a de la Lune, puisqu'en fait le thème c'est le fils du roi qui veut aller sur la Lune. C'est ça, Caprice, le fils du roi, l'unique fils du roi, qui a fait le tour du monde, qui a tout exploré, tout vécu, et qui fait un caprice supplémentaire. Il veut la Lune. Il veut la Lune, et donc on va se retrouver sur la Lune. C'est un peu comme cette imagerie, voilà, Jules Verne, le Méliès, avec la un Lune peuple qui est encore sur la inexplorée. Lune. Voilà. Et donc comme elle est inexplorée, on peut l'imaginer. Et ils vont sur la Lune en pensant que c'est une terre inhabitée. Et ils découvrent qu'un peuple très organisé, où il y a aussi un roi, habite sur la Lune, un peuple qui a des coutumes et des habitudes extrêmement différentes. Et qui ne connaît pas l'amour. Qui ne connaît pas l'amour, qui n'a pas encore croqué la pomme. Mais oui, parce qu'il y a une histoire de pomme. Enfin, la musique, elle est merveilleuse. C'est vraiment du grand Offenbach. Exactement, oui. Avec tout ce qu'on connaît des airs sublimes qui parfois vont vers Hoffmann, et bien sûr les airs enlevés qu'on connaît, les grands ensembles. Alors cet itinéraire pour arriver aujourd'hui à ces représentations à l'opéra comique, c'est presque que vous avez décroché la Lune. Il a fallu. Un jeu de mots facile. Je crois comme tout le monde du spectacle vivant ces 2-3 dernières années, il a fallu se battre contre des vents contraires. Oui, mais alors vous, ils se sont multipliés, Sarah Connet. On peut voir, on ne va pas rentrer dans le détail, parce qu'on peut voir une interview que vous avez accordée pour le site de l'Opéra Comique, où vous retracez toutes les embûches auxquelles vous avez fait face. Oui, c'est paradoxal, parce que c'est ce parcours qui commence en 2020, au moment où j'ai rencontré Laurent et qu'il a eu cette merveilleuse idée du voyage dans la Lune avec la maîtrise. Excusez-moi de vous interrompre, parce qu'en fait, on vous a suggéré, Olivier Mantelli vous a suggéré de rencontrer Laurent Pelli pour faire un spectacle. Oui, Olivier a eu l'idée de nous présenter. Je pense que c'est en 2018-2019, et puis Laurent a eu cette idée pour le voyage. Il a fait confiance, c'est le premier à avoir fait confiance à la maîtrise pour porter une production entière, et je pense qu'il a accompagné la progression de la maîtrise, c'est sûr. Et puis il n'a pas choisi un spectacle soldé. Il a choisi une féerie d'Offenbach, un gros spectacle. Je pense qu'il a travaillé comme il travaillerait sur n'importe quelle production, en prenant les choses au sérieux, avec des personnes, certes, pour la plupart mineures, mais en faisant le même travail, et en explorant ce livret comme il l'aurait fait dans une autre situation, c'est sûr. J'ai assisté juste à quelques minutes des répétitions, mais on voit Franck Le Guérinel régner en roi blanc et régner aussi sur ces jeunes qui l'entourent. Et on a l'impression qu'il se régale. Je pense qu'il s'amuse. Et là, c'est vrai que en fait, la mise en perspective d'avoir, à part Franck, au plateau des collègues, des très jeunes collègues, on va dire, c'est vrai que là, le royaume du roi blanc, avec un royaume d'enfants, en fait, c'est assez... c'est une image qui nous décale complètement d'une autre proposition qui pourrait se faire
sur ce voyage dans la Lune. Oui, mais alors quand on discute avec des chanteurs expérimentés, quand ils ont affaire à un metteur en scène comme Laurent Pelli, déjà, bon, il y a une approche, ils savent qu'ils ont affaire à quelqu'un qui a une idée très forte de la musique, de l'opéra, de la mise en scène. Mais là, tous ces jeunes qui se retrouvent avec un grand nom de la mise en scène, au départ, ils sont très intimidés. Comment ça s'est passé? De manière générale, ils croisent des grands noms de la mise en scène. C'est ce qui est merveilleux dans cette histoire de l'opéra comique. C'est ce que nous a permis de créer Olivier Mantelli et ce que nous permet de continuer Louis Langrée, c'est que la maîtrise, elle a épousé l'opéra comique et que donc elle parcourt ses saisons en rencontrant des grands chefs, des grands metteurs en scène. Là, ce qu'il y avait de particulier, et ce que j'aime dans cette maîtrise populaire, c'est que comme la plupart d'entre eux sont des enfants qui n'ont pas idée de ce que c'est qu'un grand metteur en scène, ni de ce que ça peut avoir comme poids social. Ils n'ont pas, il y a pas le, oui, ils ont poids, pas le de... poids de la représentation sociale qu'on pourrait avoir, nous, adultes, ou un chanteur professionnel. Je me souviens des toutes premières rencontres où Laurent les a fait improviser et où, en fait, ils jouaient complètement avec la prétendue notoriété qui pensaient deviner de Laurent, parce qu'ils n'ont pas cette barrière-là. Après, c'est vrai que je pense qu'ils ont aimé ce qu'ils ont aimé dans la proposition artistique de Laurent, c'est l'aspect complètement pluridisciplinaire et qui en fait rejoint la formation qu'ils ont à la maîtrise. Alors donc cette maîtrise créée en 2016, Sarah Connet, comment alors vous allez sélectionner des enfants dans différents... Alors la maîtrise populaire, elle porte deux idées très fortes qu'il faut nourrir et nourrir encore. Une qui est en fait un projet politique, c'est que cette maîtrise populaire, elle est un outil de la mixité sociale. Donc elle réunit en son sein des jeunes complètement éloignés des pratiques artistiques, qui sont majoritaires, c'est à peu près 60% de l'effectif, et des jeunes qui ont une envie de faire de la musique, qui l'ont peut-être déjà pratiquée à petite échelle avant de nous rejoindre, et qui grandissent ensemble. Ces jeunes, sans la maîtrise, ils ne se seraient jamais rencontrés dans leur établissement de secteur. Ça, c'est le premier projet qui est très fort. Et l'autre projet, qui est le projet artistique, qui est tout aussi fort, c'est finalement de permettre une vraie pluridisciplinarité artistique. Les jeunes sont presque autant formés à la danse qu'au chant dans cette maîtrise, ce qui nous permet d'ailleurs de voir émerger, après une fois qu'ils nous quittent, des jeunes qui deviennent danseurs et d'autres qui deviennent chanteurs. Mais alors, tous vont entrer dans des milieux artistiques, des métiers artistiques ou non? Non, parce qu'en fait, la vie à la maîtrise pour un jeune, elle est très longue. Elle peut commencer en CM1 et aller jusqu'au post-bac. Et en fait, on les accompagne selon leurs envies, selon leurs talents, selon leurs capacités. Parfois, il faut leur révéler à eux-mêmes les capacités artistiques qu'ils ont. Et c'est vrai que dans le 3e cycle qui conduit vers la professionnalisation, on a 10-15 jeunes, alors que dans la grande troupe, on a une centaine de jeunes. Alors comment ça se passe pratiquement? Vous allez dans des écoles, des collèges, des Oui, lycées? il y a deux manières de recruter les jeunes. Une audition, comme le font toutes les maîtrises, où là on entend des centaines de jeunes qui donc ont déjà entendu parler du projet, puisqu'ils se présentent à l'audition. Et puis pour compenser cette audition-là, on a une tournée de recrutement où là, chaque année, on s'installe sur un territoire donné et on entend tous les CM2 de ce territoire. Même ceux qui n'ont pas spécialement envie de chanter. Oui, toutes les classes. On peut découvrir un grand talent chez quelqu'un qui n'y aurait jamais pensé. Exactement. Et puis surtout, en fait, c'est déjà un présupposé social de se dire que l'enfant a envie ou pense qu'il peut trouver sa place à l'opéra. Donc en fait, là, l'idée, c'est juste de repérer des voix ou des personnalités artistiques chez des enfants qui n'ont jamais entendu parler de spectacle. D'ailleurs, il y avait un documentaire sur France 3, je ne sais pas si on peut encore le voir, où on voyait justement des parents. Enfin, c'était vraiment très émouvant. Oui. Je tiens à ce propos sans démagogie aucune, Sarah Connet, mais c'est très émouvant de voir des parents qui n'auraient jamais pensé que leur enfant pourrait se retrouver dans ce milieu. Parce qu'il faut dire aussi que l'opéra comique, même pour des petits bourgeois comme moi, c'est un lieu magique. Oui, donc j'imagine pour des gens qui sont moins habitués à aller au concert ou pas du tout, la magie, elle est encore 10 fois plus forte. Alors, c'est là tout l'objet de la maîtrise. C'est que qu'est-ce qui fait la magie dans un opéra? Je pense que parfois c'est la capacité qu'on peut avoir à se projeter dans certains personnages. Et le défi en fait de la maîtrise, c'est de permettre à ces publics-là de se dire « Oh, mon semblable est sur scène ». Lui aussi, il vit cette histoire. Et c'est vrai que le répertoire ne propose pas ça. Et c'est ce qui est merveilleux, en fait. Quand on s'empare du répertoire, on rend aussi possible la projection de certains publics.
Alors on voit dans cet opéra féerie d'Offenbach, je ne sais pas très bien comment le qualifier parce que c'est un opéra bouffe, mais en même temps je crois qu'il a écrit 5 féeries Offenbach, et d'ailleurs c'est une féerie qui avait triomphé, je crois, en 1875. Je crois que c'était un grand succès. Ça a été un des très grands succès, un des derniers très grands succès d'Offenbach, créé dans son théâtre de la Gaîté en 1875. Enfin, je ne sais plus si c'était son théâtre, mais enfin, quoi qu'il en soit, créé en 1875. Oui. Alors, quand on voit, il y a des rôles principaux dans cet opéra, donc ils sont tenus par d'anciens de la maîtrise. Par certains qui sont encore à la maîtrise, et puis d'autres qui nous ont quittés il y a 1 an ou 2 ans et font maintenant leur chemin de jeunes chanteurs. Et alors donc, vous avez choisi de les confronter, entre guillemets, à Franck Le Guérinel, parce que vous avez choisi quoi, qui est le rôle principal, enfin, de ce roi incarné par un chanteur très expérimenté. C'est le choix de Laurent, hein, c'est pas le mien. C'est le choix du metteur en scène. Et je pense que c'était le choix le plus merveilleux qu'il ait pu faire. Bien sûr, il était logique que le roi Vlan soit un peu plus âgé que le prince. Donc il y avait ce choix-là. Je pense qu'à la maîtrise, on n'avait pas de baryton pouvant porter ce rôle. Et il a fait ce choix aussi de gommer l'âge sur la Lune. Et finalement, on ne se pose plus la question des générations sur la Lune, puisque d'ailleurs, le roi de la Lune s'étonne de l'âge du roi de la Terre, en lui disant « Mais vous ne pouvez pas être roi, vous êtes trop vieux ». Donc c'est vrai que Franck rend ça possible. Je dois dire aussi que Franck a une grâce absolue et un sens de la transmission exceptionnel, et qu'il emmène avec lui une grande partie des solistes. Alors, l'orchestre des frivolités parisiennes sera placé sous la direction de Alexandra Cravero, qui, en plus de toutes les péripéties que vous avez eues, le Covid, etc., et tous les problèmes liés à cette production, a eu en plus un accident de moto. C'est ça. On est bien content de la retrouver. Oui, c'est ça. Ouais, j'étais très heureux de voir qu'elle avait repris la direction de cet opéra, mais vraiment, les embûches n'ont pas manqué. Vous, au départ, donc, vous ne connaissiez pas cette féerie d'Offenbach? Non, c'est vraiment Laurent qui me l'a fait découvrir. Et Offenbach, c'est un répertoire que... Offenbach, c'est un répertoire de la maison. C'est un répertoire de l'opéra comique. Oui, c'est quelque chose qui... chef-d'œuvre d'Offenbach. Exactement. Mais moi, je ne connaissais pas celui-là. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire une partie de mon parcours musical à l'Opéra de Lyon, qui était une maison très fréquentée par Laurent. Donc, j'avais déjà vu des mises en scène d'Offenbach par Laurent Pelli. Et alors, vous, comment ça se passe au niveau du travail avec tous ces enfants, adolescents de la maîtrise, parce qu'il y a leurs études parallèlement? Oui, c'est ça. Donc, c'est des enfants en horaire aménagé. Oui. Donc, selon leur âge, ils ont plus ou moins de maîtrise par semaine. C'est-à-dire que ça commence avec 5 à 6 heures quand on est à l'école élémentaire. Et puis, ça progresse doucement, on va dire, au fil du collège, pour arriver à presque 15 heures de pratique artistique au lycée. Et donc, il y a tout le temps pédagogique, où en fait, ils sont là pour apprendre artistiquement des disciplines comme la danse, le chant, ils travaillent leur voix en technique vocale, ils font tous du piano, voilà. Et puis, il y a des moments de production, où là, ils deviennent enfants du spectacle, et où là, on est en répétition avec un metteur en scène. C'est plus l'équipe pédagogique, c'est la vision et l'œil d'une proposition artistique qui ne les connaît pas dans le quotidien et dans leur apprentissage. Et c'est à ces moments-là qu'on mesure la progression des enfants. C'est-à-dire que finalement, on les accompagne vers une certaine autonomie au plateau, une certaine autonomie artistique. Et c'est le chemin que fait la pédagogie. Et vous-même, la technique vocale et la technique de l'enseignement, vous l'aviez apprise moi, je suis pur produit du CNSM, conservatoire. C'est ça, oui, Sarah Connet. Vous avez suivi un itinéraire. Ça, j'ai d'abord fait du chant et puis après de la direction. Et le chant, vous continuez à pratiquer? Oh non. Vous n'avez pas le temps disons que je le pratique avec les enfants. Je chante, je montre un exemple, je chante une phrase. Mais très vite, depuis déjà un certain temps, c'est la direction qui m'a attirée. Donc avant ce voyage dans la Lune à l'Opéra Comique, donc ils ont participé, la maîtrise populaire a participé à bien d'autres productions, mais là c'est vraiment la vraie première production où ils sont au cœur de la production et hormis Franck Le Guérinel. Oui, c'est la première production avec cette ambition artistique où ils sont complètement dans un modèle qui d'habitude est réservé aux adultes. Après, c'est vrai qu'ils ont déjà eu un certain nombre d'expériences où ils sont seuls en scène, où ils sont costumés, mais c'est vrai qu'à cette ampleur et avec ce nombre de représentations, c'est la première fois.
Alors justement, parlons, puisque vous parlez de costumé, alors, moi j'avais vu cette production à la télévision, puisqu'elle a été diffusée en 2021, Oui, c'est ça. en plein Covid, quand les représentations n'ont pas pu être données. Alors, puisqu'on parle costumes, les costumes sont absolument merveilleux. Oui, ils sont dessinés par Laurent Pelli. Ah, ils sont fabuleux, ces costumes, parce que j'avais vu à la télévision. Encore une fois, parce que je n'étais pas dans les privilégiés qui avaient pu assister, Sarah Connet, représentation in situ. Et alors, justement, c'est des enfants qui grandissent, qui ont des itinéraires. Alors, comment ça complique là, les la choses, contrainte, c'est que, bien sûr, elle a eu tellement d'aventures, cette production, qu'entre le tout début, les premiers essayages, les premières prises de mesures et 2023, la première fois qu'on va le jouer en public, les enfants, ils ont pris 20 cm. C'est un minimum. Donc certains ont mué. Salissant et qui en plus qu'on doit H-proof. Non. Le cast a été redistribué. Des ex-petits sont devenus grands. Certains ont même quitté la maîtrise depuis parce qu'ils ont grandi et qu'ils font leur chemin. Et c'est ce qui est merveilleux, c'est que finalement, par toutes ces contraintes, le voyage dans la Lune, il est rentré au répertoire et que les plus petits apprennent quelque chose que les grands ont appris avant eux. Et j'espère qu'il le restera longtemps. C'est une belle histoire de transmission. Puis je trouve qu'avoir choisi cet opéra féerie d'Offenbach, c'est une belle image, quoi. Enfin... Disons que le livret est gagne en profondeur quand il est interprété par de jeunes personnes, je trouve. Ça met à distance certains sujets qui peuvent être pris avec peut-être trop de légèreté sur l'envie de quitter ce monde. C'est vrai que Laurent a choisi de faire de cette terre une décharge. Et ça donne tout son sens à l'envie de Caprice de quitter la terre. Oui, Caprice, qui est je rappelle, est le fils du roi oui, Vlan. Et donc, veut quitter la Terre et arriver sur la Lune. Il y a cette imagerie de la Lune qu'on a justement par Méliès ou par Jules Verne. Où tout est rond. Tout est rond et blanc. Et blanc. Et une sorte de pureté originelle. Et en fait, pas si pure, puisque finalement, les terriens vont s'étonner qu'il n'y ait pas d'amour. Et que pour faire un enfant, on l'achète. Que quand on se désintéresse de sa fille ou de sa femme, on la vend. Oui, donc tout n'est pas si pur. Et d'ailleurs, il y a une histoire de pommes qui est magnifique. Il y a des airs avec les pommes qui sont magnifiques. Exactement. C'est en fait, le déséquilibre se fait, l'équilibre de la Lune est cassé au moment où la princesse, donc la fille du roi de la Lune, croque la pomme et tombe amoureuse du prince Caprice. Alors, cette production, elle est aussi intéressante parce qu'elle nécessite beaucoup de monde. Donc, ça permet de faire jouer beaucoup d'enfants. Enfin, excusez-moi d'utiliser le terme enfant, avec un terme générique, enfants, adolescents, de jeunes. Et alors, donc là, ils sont combien On a une grande cinquantaine de jeunes dans les chœurs, plus des solistes. Des solistes, ils sont 6-7. Et la maîtrise, chaque année La maîtrise, c'est 120. Donc là, on a la moitié de l'effectif. Donc 120 qui vont du CM1 à post-bac, au lycée, post-bac aussi. Et alors pour les lieux, pour organiser les répétitions, pour organiser le travail, c'est gigantesque. Alors tout le temps pédagogique se fait dans nos locaux, qui sont dans le 4e arrondissement, dans les locaux de la maîtrise. C'est une ancienne école maternelle, donc on a la place pour travailler. Et puis dès qu'on est en répétition, on répète à l'Opéra Comique ou dans ces studios de répétition qui sont soit au dernier étage de l'Opéra Comique, soit aux ateliers Berthier. Et hormis cette féerie d'Offenbach, vous aviez pensé, vous, Sarah Connet, avant que Laurent Pelli vous suggère justement ce voyage dans la Lune, vous aviez pensé à des œuvres qui pourraient être adaptées La maîtrise, elle a déjà porté plusieurs productions. On a fait Humperdinck, Hansel et Gretel. Elle a participé du Tieste de Thomas Joly pour l'ouverture du Festival d'Avignon. Elle a déjà vécu plusieurs aventures artistiques et elle en a d'autres en préparation. C'est vrai que la rencontre avec Laurent, je crois, permet peut-être à l'ensemble de prendre conscience qu'on est capable de porter une ambition artistique aussi grande, mais aussi peut-être à d'autres metteurs en scène de se dire en fait, moi j'ai envie de travailler avec cette troupe atypique, avec des jeunes personnes qui ont un talent pluridisciplinaire. Oui, c'est vrai que pour nous, spectateurs, c'est extraordinaire de voir ces jeunes... on est grisé par l'âge, mais on est aussi grisé par le fait qu'ils bougent plus facilement qu'un chanteur traditionnel. Oui, et puis aussi Laurent Pelli fait bien quand même bouger les c'est sa signature. Oui, c'est ça, notamment les chœurs. C'est ça. Il y a une manière de diriger les chœurs qui ne sont jamais inactifs, avec la main sur le cœur, sans mauvais jeu de mots aussi. Oui. Et donc ce spectacle qui est dirigé par Alexandra Cravero, donc elle avait suivi
hormis ce problème d'accident Oui. de moto, elle avait suivi l'aventure. Elle avait depuis suivi le début. toutes les répétitions, voilà, jusqu'à, je dirais, une semaine ou deux avant les moments où on arrivait au plateau. Le livret, il a été adapté par la complice de Laurent Pelli, De toujours, Agathe Mélinan. Parce qu'en fait, quand on écoute cet opéra féerie, il dure près de 3 ans. Enfin, il durerait. Oui, il durait près de 3 heures. Le nôtre ne dure que 2 heures. Ce qui est déjà une belle prouesse. Et alors, les décors, bon, ça, on a pu les voir à la télévision, mais il y a aussi cette prouesse des décors. Ah oui, c'est incroyable. Ouais. Et ces identités très fortes entre la Terre et la Lune. Ça fonctionne très bien, je dois dire. Et alors, pour parler cuisine, justement, de l'itinéraire de cette production, parce que quand un chanteur professionnel, ou déjà professionnel, on lui demande de participer à un opéra, donc il va travailler dans son coin. Il va travailler dans son coin avec son coach. Oui. On fait pareil. On est juste beaucoup de coachs. Oui, c'est ça. Et ça se passe comment? Alors, la production, bon, il y a eu toutes ces aventures, mais si elle s'était passée de manière normale, classique, sans toutes ces embûches, Sarah Connet, comment ça serait passé au niveau temporel? Alors, ça se passe d'abord dans le secret de la maîtrise, avec les équipes pédagogiques merveilleuses. Pour les chœurs, Clara Brenier qui prépare merveilleusement notre maîtrise. Pour les solistes, Dorothée Voisine qui prépare les voix, en fait comme le ferait un chanteur adulte avec son coach. Et puis après, c'est les premières répétitions, les rencontres avec Laurent et son équipe artistique. Et là, c'est lui qui prend la main. Donc nous, notre travail, c'est de préparer les enfants pour ce premier jour. Et puis après, moi, une fois que la production a commencé, je suis un peu traducteur. C'est-à-dire que si Laurent je dois accompagner la maîtrise à effectuer ce que Laurent souhaite voir au plateau. Donc il va leur faire des demandes, essayer des choses, dire ça marche pas, on fait autre chose. Et puis moi je dois traduire éventuellement une demande pour qu'ils comprennent avec leurs outils comment être les meilleurs au plateau. Et là, ils vont de quel âge à quel âge, les enfants? Là, dans le Voyage dans la Lune, les plus jeunes ont 11 ans. Et les plus vieux, c'est les anciens, c'est ceux qui ont quitté la maîtrise, ils sont dans la vingtaine, quoi. Et pour eux, ça a été Offenbach, ils ont du plaisir à interpréter. Oui, c'est ce que je trouve merveilleux dans cette maîtrise populaire. Je pense que là aussi, il y a en fait un mécanisme social. C'est-à-dire que comme ils viennent sans présupposer, ils n'ont aucun a priori. Ni sur Offenbach, ni sur Purcell, ni sur Pascal Dussapin, ni sur Francesco Filidei. Et c'est ce qui est merveilleux en fait avec eux, c'est qu'ils vont s'étonner et s'approprier toutes ces histoires. J'ai un souvenir incroyable de la création de l'Inondation, où il y a des maîtrisiens aussi, il y a quelques années, de Francesco Filidei, où Francesco avait peur que les adultes ne soient pas au point sur leur par cœur, parce que c'est une musique quand même difficile. Et en fait, les enfants, Et moi, j'étais en coulisses avec les enfants qui chantaient par cœur tous les rôles des adultes, en les entendant dans les retours, parce qu'en fait, je pense que la mémoire d'un enfant est beaucoup plus mobile. Et en fait, comme ils sont pas formatés à aucun style. Oui, pour une musique contemporaine, ils n'ont pas d'a priori, ils ont une approche. Et ils s'y attachent tout autant. Mais bon, là, en Offenbach, en plus, il y a l'humour, parce que l'Inondation, c'était pas le spectacle le plus désopilant qui a été donné par l'Opéra Comique. Mais là, c'est important aussi. Il y a un délicieux humour, et puis avec Laurent Pelli, il a une manière de concevoir Offenbach qui tire jamais vers la lourdeur ou la vulgarité. Non, c'est vrai. Enfin, c'est très, toujours une approche très fin. Très fin. Ouais. À la fois, il prend au sérieux, mais... Il prend au sérieux, et là, il joue de l'âge, en fait, des rôles. Il faut dire que, pour une fois, le Voyage dans la Lune, il est donné avec des rôles qui ont l'âge du rôle. Parce que c'est même dit dans le livret, hein, le Prince Caprice, il a 17 ans. Et là, oui, d'ailleurs, le jeune interprète il a 20 ans. Du roi Caprice, et puis comme il a des lunettes qui l'assagissent et puis qui lui donnent un côté, qui lui confère une naïveté supplémentaire. Voilà, les lunettes, c'est les siennes, il les aura pas sur scène. Mais pardon pour cet aparté, Sarah Connet. Mais c'est vrai que ça donne une naïveté, une fraîcheur à cette mise en scène qui rejoint cet univers féerique de Jules Verne, Méliès. Qui étaient les contemporains. 1875, Méliès, c'est 25 ans plus tard, mais on voit cet univers, cette conception de la Lune, encore avec les habitants de la Lune
Enfin, c'est incroyable. Donc, ce spectacle, vous êtes, entre guillemets, Sarah Connet, dedans depuis 4 ans, finalement. Presque 3 bonnes années. C'est plus de temps que... Heureusement qu'on a fait autre chose entre-temps. Mais en fait, c'est vrai qu'on a plaisir à se retrouver avec Laurent. Et quand il n'est pas là, il nous manque. Et donc, alors il y a toutes ces personnes. Bon, les lumières, comme toujours, sont magnifiques chez Laurent Pellice, Joël, Adam. Et donc, alors, puisqu'ils sont pas là, on peut parler de la question du trac, puisque bon, les chanteurs, comme tous les musiciens, il y a ce problème du trac. Est-ce que les enfants ou les adolescents sont confrontés au trac comme les adultes? Oui. C'est pareil. Je pense que c'est une autre façon de... C'est une autre façon de le gérer, peut-être. Disons que là, il y a la force d'un collectif pour accompagner leur trac, qui est peut-être moins existante chez les adultes, mais finalement, c'est le même trac. Ouais. Après, comme les adultes, il paraît que le trac disparaît au moment où on met le pied sur scène et où on commence à s'amuser. Oui, mais là, ils sont quand même rassurés par la présence de leur... Je pense que dans les chœurs, on est rassurés par la présence des camarades, même si en fait la mise en scène de Laurent est très exigeante, puisqu'en fait c'est presque à la note près, et c'est des mises en place très, très précises. Et donc si on se plante, ça se voit. Donc la pression est toujours présente, mais je pense que c'est une bonne pression, c'est un défi. Vous parliez de souvenirs de cette production. C'est quoi les plus beaux... Parce qu'on a parlé de cette aventure... qui est parfois confiné au cauchemar, aussi, au cauchemar. Et il y a quand même des souvenirs merveilleux de la manière dont ça s'est élaboré. Oui, en fait, les souvenirs, on est encore en train de les construire. C'est-à-dire que je pense que la détresse dans laquelle on s'est trouvé, avec Laurent et toute l'équipe de production, l'équipe de direction à l'époque, d'accompagner cette production coûte que coûte, malgré les tests Covid qui arrivaient positifs jour après jour, malgré tout ça, ça nous a unis, je pense, et rapprochés entre l'équipe artistique et l'équipe de production, si fort qu'on est tous très heureux de se retrouver pour aller jusqu'au bout cette fois-ci. C'était particulier de donner un spectacle qui appelle une réaction du public sans réaction du public. Le silence de la salle pendant la captation, c'est quelque chose qui nous a laissé, dont je me souviendrai toute ma vie, mais qui était un souvenir pas très joyeux. Et c'est vrai qu'on est tous contents de se diriger vers la première. Et la première fois, ce qu'on attend, c'est pas tant les applaudissements, c'est les réactions. Oui, et puis en plus, tous ces jeunes, il y a leur famille qui... les parents ne l'ont jamais vu en vrai. Oui. Et puis ils attendent la présence de leur famille et réciprocement. En fait, c'est comme si on avait partagé, même si bien sûr il y a eu cette captation, des bouts de spectacles qu'on a vus sur Internet, mais on va enfin, au bout de 3 ans, partager quelque chose qu'on a aimé du plus profond de notre cœur depuis 3 ans, et ça c'est... C'est une coproduction avec l'Opéra National Grec et l'Opéra de Angers, Nantes. Oui. C'est-à-dire que ça va être donné... on part à Athènes en juillet. Ah oui, carrément. Et il faut transporter tout ce décor, toutes ces bouteilles. Tout le décor, tous les costumes et une partie des enfants. Tous les rôles seront là. Une partie du chœur aussi, et on travaille avec la maîtrise de l'Opéra National Grec, que j'ai commencé à faire travailler pour qu'il soit prêt et au niveau pour les représentations. Parce que si c'est coproduit avec Athènes, c'est parce qu'il y a l'équivalent ou une sorte d'équivalent Pas encore, mais justement, en fait, le projet de la maîtrise, qui est toujours en mouvement, c'est aussi de se dire qu'on a créé un modèle de maîtrise populaire qui est pour l'instant unique en son genre, et il y a des enfants partout qui rêvent de pouvoir vivre ces aventures pluridisciplinaires. Mais vous, l'idée elle était venue donc en 2016, mais c'était parce que vous vous êtes dit c'est quand même dingue que des enfants qui ont des potentialités comme ça ne puissent pas aller vers ce travail. Disons que c'était ma manière à moi de faire de la politique, alors que le projet, en fait, il est né quand j'étais, moi, étudiante au conservatoire. Il est né je pense, de ma trajectoire personnelle aussi, qui est un joyeux mélange, et qui m'a fait constater que j'étais seule avec ce profil-là, dans ces études-là, et que c'était les résultats d'une naissance au bon endroit, avec les bons parents et la bonne famille. Mais vous, c'était votre famille qui vous avait amené à ça? C'était pas le choix d'un professeur qui était tombé sur vous en voyant potentiellement un talent? Disons que j'ai eu la chance d'avoir une famille à l'écoute de mes envies de très jeune enfant.
Et je pense que vers 3-4 ans, ils ont su accompagner mon envie de faire quelque chose et l'accompagner tout au long de mon enfance. Et c'est une chance que j'ai su reconnaître. J'ai un rapport à l'école presque... passionnel ou le mot est peut-être inapproprié. C'est-à-dire que je pense que c'est la plus belle institution du monde, oui. Notre école de la République. Et donc il était évident pour moi une fois arrivé là où j'en étais arrivée, d'essayer de redonner. De redonner en étant nourrie de ce que j'avais conscience d'avoir eu parce que j'avais eu de la chance. C'est sur cette émotion-là qu'on va se séparer, Sarah Connet. Et puis on rejoindra l'émotion de cet opéra Féerie de Jacques Offenbach. Alors sur un livret d'Albert Van Loo, Eugène Leterrier et Arnold Mortier d'après Jules Verne, qui ne sont pas les librettistes les plus célèbres qui ont travaillé avec Offenbach. Mais c'est une œuvre magnifique et puis très touchante aussi. Oui. Je trouve que la conjonction de tous ces éléments, c'est à la fois l'émotion, l'humour. C'est ça. De l'énergie. Voilà une belle définition de ce spectacle qu'on attend avec impatience. Sarah Connet, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci. Pour illustrer cet entretien avec Sarah Connet, qui dirige la maîtrise populaire de l'opéra comique, je vous propose d'écouter des extraits du Voyage dans la Lune de Jacques Offenbach que nous avons évoqué tout au long de cet entretien et qui est actuellement interprété à l'opéra comique. Dans cette version, le chœur et l'orchestre national de Montpellier Occitanie sont placés sous la direction de Pierre Dumousseau. Je vous propose d'écouter cette œuvre, et tout au moins sa fin, et vous souhaite une très belle écoute de ce morceau euphorisant.
J'en ai plein mon panier. Allons, mais ça marche, ça marche. Vous trouvez qu'au Caprice est en prison? Oui, avec mon cher microscope. Mais ça ne fait rien, j'ai bon espoir. Comment cela? Innocente, qui n'a pas compris. C'est pourtant bien simple. L'obus arrivé de la terre contenait encore des pommes en quantité. La curiosité des femmes a fait le reste. Elles ont dévalisé l'obus et maintenant les pommes ont produit des pommiers. Les pommiers ont produit des pommes et les pommes ont produit cette débauche de volupté. Et maintenant que nous avons les femmes pour nous pouvons être tranquilles. Que vois-je? Cosmos! Que signifie tout cela? Des pommes, et l'on chante, et l'on s'embrasse? Oh, mon ami, cela ne vous tente donc pas? Oh, aussi. Mais je lutte, madame. Mon royaume est mis en danger par le fléau. Je l'endiguerai. Et pour commencer, je vais faire un exemple. Les 3 misérables qui sont cause de tous les mals vont être extraits de leur prison et on va les juger à l'instant. Qu'on les amène! Mon cher Cosmos, j'ai une proposition à vous faire. Après tout, que s'est-il passé? Caprice a fait son devoir de jeune homme, mais il est prêt à en subir les conséquences. Et j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille pour mon fils. Je ne répondrai même pas à une proposition dont, messieurs les juges, ont sans doute déjà apprécié la haute inconvenance.
Voici votre avocat. Pardon, je suis un peu en retard. Lui, avocat, nous allons vous expliquer notre cause en 2 mots. Inutile, je n'étudie jamais mes affaires. Maintenant, nous pouvons commencer. La parole est à la défense. Dites donc, soyez éloquents. N'ayez pas peur. Messieurs, la rapidité, la spontanéité et la volubilité de ma parole alerte et vertigineuse suffiront à peine pour énoncer dans tous ces points, creuser, scruter, disséquer les phases extraordinairement multiples et ondoyantes de cette cause qui vous passionne, vous remet, vous excite et vous émeut. Bravo. Au moment d'aborder un pareil sujet, je l'avouerai moi-même, messieurs, je suis ému, bien ému. C'est assez. Regardez donc votre sablier, vous avez fini votre temps. Ah, pardon, c'est juste, plus de sable, je m'arrête. La loi est formelle. Maintenant, la parole est à l'accusation. Permettez. Il y a erreur. Il vient de nous défendre, il ne peut pas nous accuser. Il n'a qu'à retourner son plaidoyer. Vous pouvez commencer. Monsieur, ce que vient de dire mon honorable contradicteur est absolument faux, et je le prouve. Les 3 misérables que vous voyez devant vous ont mérité les supplices les plus affreux, et c'est avec confiance, messieurs les juges, que j'appelle sur eux toute votre impartiale sévérité. Non, je ne permettrai pas ça, c'est monstrueux. On ne se conduit pas comme ça. Je ne reviendrai plus me faire juger dans la lune. Ah, vous n'êtes pas content? Eh bien, soit, je clôt les débats et je prononce le jugement moi-même. Les nommés Vlan, Caprice et Microscope sont condamnés à passer 5 ans dans l'intérieur d'un volcan éteint où ils seront absolument privés de toute espèce de nourriture. Oh, Caprice, je ne t'abandonnerai pas. Mon microscope, je te vengerai. Qu'on emmène les prisonniers. Oui, et voilà le panier qui va nous mener en bas. Oh mon Dieu, mais quel avenir. Ma carrière brisée. Voyons, papa, un peu de courage. Fais comme moi. Du moment que je ne puis pas avoir Fantasia, tout m'est égal. Et, ma foi, à tout prendre, je ne serais pas fâché de voir un volcan. Cosmos! Oui, mes amis, je vais descendre avec vous pour vous installer. Seulement moi, je remonterai. Tandis que vous... Passe, Microscope. Après vous. Ne fais donc pas de manière. À toi, Caprice. Ah, ma foi, à la grâce de Dieu. Messieurs, si vous voulez prendre la peine, nous sommes arrivés. Sur ce, mes bons amis, je vous dis adieu. Amusez-vous bien, moi, je remonte au grand air. Ohé, là-haut, y êtes-vous? Qu'est-ce que c'est que ça? On a coupé la corde. Une lettre? L'écriture de Popote. Vous avez voulu faire périr mon microscope. J'ai juré de le venger. Je le venge. C'est moi qui viens de couper la corde.
Mais c'est une indignité! Bah, vous verrez que nous finirons par nous arranger ici une petite existence assez confortable. Pour ma part, je ne regrette qu'une chose, c'est d'être séparée de ma chère Fantasia. Mais je suis là, mon ami! Fantasia! J'ai corrompu les gardes et j'ai pu descendre avant vous. Ah, tu as voulu qu'il meure. Eh bien, je mourrai avec lui. Mais c'est impossible! Il doit y avoir une issue! Cherchons! Venez avec moi, et si nous parvenons à nous tirer de là, je vous promets votre grâce et la main de Fantasia. En route! Microscope, où est? Où est? Microscope! Me voici! Me voici! Avec tout ça, je n'aperçois pas d'issue. Oh! Avez-vous entendu? Ce doit être l'écho, voyons donc! Oh! Ah, mais ça n'a pas l'air du tout d'être l'écho! Dites donc, Cosmos, vous êtes bien sûr qu'il est éteint, votre volcan? Mais parfaitement sûr! Entre nous, je crois même qu'il ne s'est jamais allumé. On dirait que ça bouillonne là-dedans! Ça me prend à la gorge! Mais oui! Il y a du feu! J'ai peur! La lave! Elle monte! Oh mon Dieu, le caprice! Sauvons-nous! Sauve qui peut! Nous sommes perdus!
C'est vous, Cosmos? Oui. Vous n'avez rien? Je ne sais pas. Je me tâte. Après une secousse pareille, on ne sait plus ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas. Enfin, nous y sommes tous. C'est une chance. Oh, les voici! Les voici! Eh bien maintenant, mon cher Cosmos, vous savez ce qui est convenu. Nous sommes libres! Et parfaitement! Et tenez, voici la terre qui se lève!